Namaskar. Delhi, 8h30 du matin, ça fait 7 heures que l'opération Sindoor a commencé. J'ai pas dormi, je devais prendre un vol ce matin pour Bangalore, mais du coup, le vol est toujours là, mais mon rendez-vous a été annulé à mon centre de recherche qui est dans le sud de l'Inde. Du coup, j'en profite pour faire une vidéo, j'ai reçu pas mal de messages, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. En fait, j'avais une vidéo prévue la semaine prochaine sur le budget en Inde, donc on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan actuellement. Il y a eu pas mal de vidéos en France pour une fois sur l'Inde. J'ai trouvé la qualité très mauvaise des analyses en général. Non pas que les gens disaient des choses fausses ou orientées, mais c'était juste que ça manquait énormément de profondeur. Donc ça va être un peu le but de la vidéo aujourd'hui. J'ai quand même un peu préparé, alors j'ai pas eu le temps de faire une vraie préparation, il n'y a pas plusieurs caméras, il n'y a pas de lumière, j'ai pas d'équipe, les gens sont toujours pas arrivés au bureau ici. Donc j'ai juste pris quelques notes. Et en gros, j'ai articulé la petite vidéo d'aujourd'hui sous plusieurs angles. Première question, c'est est-ce que c'est un conflit frontalier? La deuxième est est-ce que c'est un conflit religieux? Est-ce que c'est une situation normale entre ces deux pays-là ou est-ce que c'est vraiment une situation exceptionnelle? Et puis après, on va rentrer un peu dans la géopolitique dure avec les dynamiques du Pakistan et de l'Inde et ensuite un peu ce qui devrait se passer, quelles sont les stratégies de l'Inde et du Pakistan. Et une petite conclusion un peu rigolote quand même. L'idée, c'est de vous donner un peu toutes les clés de réflexion, au moins du côté indien. Moi, je suis indien, donc je vous invite aussi à aller regarder des analystes pakistanais. Il y en a de très bons. Vous les trouvez sur Twitter pour la plupart. C'est en général des gens très éduqués qui parlent très bien anglais, un anglais très britannique. Donc je vous invite aussi à aller écouter ces gens-là, comme ça vous aurez les deux avis. Même si j'essaierai d'être le moins orienté possible, je dirais beaucoup de mal de l'Inde dans cette vidéo, beaucoup de bien du Pakistan, et inversement. J'ai pas dormi, je suis fatigué, donc excusez-moi si je fais une erreur. J'essaierai de les mettre, s'il y a des erratums à faire, je les mettrai en commentaire. Et je serai ravi de répondre à vos questions, à faire une autre vidéo après à vos questions. Alors, est-ce que c'est un conflit frontalier? En général, c'est un peu la méta qu'il y a dans toutes les analyses que j'ai vues sur les chaînes francophones, sur YouTube et ainsi de suite, de la part de gens qui sont profs d'université ou spécialistes d'un peu toutes les guerres sur Terre. C'est pas un conflit frontalier en fait. Est-ce qu'il y a un conflit qui existe dans cette partie du monde? Oui, donc la vallée du Cachemire, qui est définie, qui est répartie entre trois pays, mais le conflit s'est un peu cristallisé en 1962. En gros, l'Inde et le Pakistan, après la partition en 1947, se sont battus pour ce territoire-là. L'ONU a sifflé la fin de la récré en 1950. Ils ont défini ce qu'on appelle la LOC, la Line of Control, qui a figé la frontière entre les deux pays. Et en 1962, la Chine a fait une guerre qu'elle a gagnée. L'Inde a perdu la guerre en 1962 et a annexé un petit bout au nord de la vallée du Cachemire qui s'appelle l'Akse-Chine et qui est encore actuellement, maintenant, ça fait partie, ils ont intégré ça dans le Tibet chinois. Donc en fait, les frontières n'ont pas bougé depuis plus de 60 ans. Quand vous êtes, alors, si un diplomate indien vous parlait, il dirait que non, tout ça, ça appartient à l'Inde. Si vous écoutez un diplomate pakistanais, il vous dira que tout ça, ça appartient au Pakistan. Moi, je ne suis pas diplomate, je ne fais pas partie du gouvernement, je m'en fiche. Dans les faits, quand vous êtes du côté cachemire pakistanais, les gens, ils payent en monnaie pakistanaise, ils ont le internet pakistanais, tout est pakistanais, du côté indien pareil, du côté chinois pareil. Et finalement, c'est un sujet duquel on ne parle pas tant que ça en Inde. Moi, je fais partie des vieux en Inde. Mais la majorité de la population indienne, enfin l'âge médian en Inde c'est 26 ans, donc il y a la moitié de la population qui a moins de 26 ans. La dernière fois qu'il y a eu un conflit de grande ampleur avec le Pakistan, c'est en 99. Moi j'étais, je sais pas, au collège ou au lycée, un truc comme ça. Mais la plupart des gamins actuellement, ils n'ont pas connu ça. Ils s'en fichent en fait, c'est pas un sujet de discussion, le Pakistan, on n'est pas obsédé par ce truc-là. La rivalité, elle existe plus dans le cricket que d'un point de vue guerrier, on va dire. C'est un peu une side quest. C'est un peu au début du jeu, vous devez aller tuer 3 rats dans un égout pour avoir 2 pièces d'or. Vous le faites jamais, vous finissez le jeu sans jamais l'avoir fait. C'est là, ça n'aura rien changé à votre partie. Voilà, c'est pas super important. Là, on a plein d'autres grands défis, d'autres grands rêves, d'autres grands désespoirs, ainsi de suite, qui existent plutôt que ce problème-là. Et même quand on voit des Indiens, des Pakistanais à travers le monde, quand ils se rencontrent, ils s'en fichent un peu. Il n'y a plus grand-chose à voir entre ces deux pays-là. Mais c'est pas un conflit territorial qui est très compliqué, et c'est pas une zone du monde où il y a des ressources, où il y a un truc super stratégique, et ainsi de suite. En gros, les gens s'en fichent, quoi. Ensuite, est-ce que c'est un conflit religieux? Oui et non. D'un point de vue micro, oui, bien sûr, puisque l'Inde, c'est un pays qui s'est construit sur une base religieuse. En 1947, quand les Anglais sont partis, les gens qui prétendaient représenter les musulmans en Inde ont demandé un pays pour eux, ils ont dit nous on ne veut pas vivre avec des non-musulmans, donc ils ont eu le Pakistan, ce qui viendra après le Bangladesh.
Et donc en Inde sont restés tous les noms musulmans sunnites, on va dire. Et puis après, il y a eu pas mal de conflits religieux, notamment le génocide de 71 au Bangladesh, où tous les non-musulmans ont dû fuir, sauf être tués. Il reste très très peu de non-musulmans au Bangladesh actuellement. En Inde, c'est pas le cas. Il y a une minorité musulmane qui est restée, qui est très importante. Je pense qu'il y a plus de musulmans en Inde que dans n'importe quel autre pays sur Terre. Bon, c'est vrai qu'on est très nombreux aussi dans le pays. Et puis, si on zoome un peu sur la vallée du Cachemire, du côté indien, il y a quand même eu 7 pogroms dans l'histoire. Le dernier n'est pas très vieux, il date de 1990. En 1990, il restait encore 120 000 non-musulmans dans la vallée. Et un beau matin, on leur a expliqué qu'il fallait soit fuir, soit se faire tuer, soit se convertir. Donc la plupart ont fui, quelques dizaines ont été tués. Et donc c'était la fin en fait, des minorités religieuses dans le Cachemire en 1990. Et si on regarde un peu les attentats qu'il y a eu récemment, il y a eu beaucoup d'attentats aussi qui ont été faits en demandant aux gens leur religion, ou en baissant leurs pantalons pour voir si c'était circoncis ou pas. Et l'attaque qui a déclenché le conflit actuel, d'il y a 2 semaines, était sur base religieuse aussi, puisque les terroristes ont demandé aux gens en fait, de montrer leur pièce d'identité, en premier pour voir les noms, ensuite de réciter un câblin, un verset coranique, et ensuite de baisser leurs pantalons, et de voir si c'est circoncis ou pas. Et donc on a retrouvé, sur les 26 morts, 20 ont été retrouvés avec le pantalon sur les genoux, on va dire. Donc c'est des hindous, il y a eu un chrétien aussi qui est mort, il a dit « moi je suis Jésus », il s'est pris une balle dans le buffet. Et il y a aussi un musulman qui est mort, qui a voulu s'interposer, qui était un local, et qui a voulu s'interposer et qui s'est fait tuer aussi. Donc au point de vue micro, bien sûr, il y a des tensions religieuses dans la région, mais après, pour en arriver à ce niveau-là, c'est pas du religieux. Là, on va rentrer dans la géopolitique dure, et vous allez voir que déjà, dès qu'on va commencer à toucher un peu les jeux d'alliance juste après, vous allez voir que les principaux soutiens de l'Inde sont des pays très 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 musulmans. Et puis après, il ne faut pas oublier de rappeler aussi que les gens qui assurent la sécurité de la vallée du Cachemire, que ce soit la police, les troupes frontalières indiennes ou l'armée indienne, c'est 70% des musulmans qui se battent contre les Pakistanais. Donc voilà, on ne peut pas résoudre ça à un conflit religieux. Ensuite, sur la normalité en fait, du conflit. Il y a eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan, toutes gagnées par l'Inde. La plus importante, c'est en 71, où l'Inde a fait 93 000 prisonniers, qui n'ont pas été exécutés d'ailleurs, qui ont été rendus au Pakistan. Et puis il y a eu une guerre contre la Chine, en 62, que l'Inde a perdu, là pour le coup. Et il a perdu un bout de la vallée à ce moment-là. Et puis depuis, il y a eu pas mal d'attentats terroristes, de problèmes, ainsi de suite. Globalement, il y a un groupe qui s'appelle LET, qui est géré par, j'en parlerai plus tard, par le service de renseignement pakistanais, qui commet les attentats dans la région. Et même à la fin des années 2010, on a eu encore pas mal d'attaques. Et il y a un cas qui est assez connu, qui est un peu là où on s'était arrêté, si vous voulez, là j'aurais un peu fini la partie historique de la région, où il y a eu des soldats indiens qui ont été tués au mortier. Il y a un film qui a été fait dessus, qui est un pur film de propagande indien, qui s'appelle Uri, et qui est très sympa à voir si vous voulez voir un point de vue très indien, très badass et ainsi de suite, mais il n'y a pas de danse et tout, c'est pas un film de Bollywood, mais c'est un film qui est intéressant à voir là-dessus. Et après ça, les Indiens en fait ont répliqué avec des frappes. Il y a eu des opérations de force spéciales qui ont très bien marché, qui est l'objet du film Uri. Et il y a eu des bombardements qui n'ont pas du tout marché. Les Indiens en fait n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Mais en représailles, au moment de ces attaques-là, les Pakistanais ont abattu un avion de l'armée indienne et ont fait prisonnier un pilote de l'armée indienne. Les gens qui ont négocié à ce moment-là avec les Pakistanais, ce n'est pas les Indiens. Les Indiens n'avaient pas à négocier à ce moment-là. Il y a 3 pays qui sont intervenus et qui ont dit aux Pakistanais, les gars, vous allez leur rendre leur pilote tout de suite, ou sinon ils vont frapper 9 fois vos positions et ça va être très compliqué pour vous. Et ces pays-là, c'est le Royaume-Uni. C'est un pays avec lequel l'Inde a coupé beaucoup de ponts, jusqu'à hier, on va en reparler. C'est assez marrant que l'attaque arrive au moment où l'Inde renoue un peu avec son ancien pays colonisateur. Mais il faut savoir que les élites pakistanaises ont beaucoup étudié, c'est le cas aussi des élites avant en Inde, mais les élites actuelles, c'est plus le cas. Ce sont des gens qui ont beaucoup étudié à Cambridge ou à Oxford, ainsi de suite, au Royaume-Uni. Donc les Anglais sont intervenus. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, principalement l'Émirat de Dubaï. Et pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a énormément de Pakistanais qui vivent. C'est des pays que le Pakistan, on va dire, craint. Il y a beaucoup de business avec. Donc ces 3 pays-là, les Britanniques, les Saouds et les Émiratis, on dit voilà, vous rendez le soldat, sinon 9 endroits vont être frappés. Là, ça a repris, et cette nuit, 9 endroits au Pakistan ont été frappés. Oui, il y a une symbolique derrière assez importante. Et puis après, il y a eu d'autres moments en fait, dans l'histoire du Pakistan où il y a eu d'autres pays qui sont intervenus au Pakistan. Le plus connu, c'est en 2011. Ce sont les forces spéciales américaines
qui sont rentrés au Pakistan pour tuer Ben Laden. Et puis vous savez, je ne sais pas pourquoi en France on a souvent l'image que Ben Laden vit dans une grotte et ainsi de suite, se fait tuer dans une grotte. Le gars vivait au nord d'Islamabad, pas très loin d'Islamabad, en grande banlieue d'Islamabad, dans un énorme complexe qui était sa base, qui était en face de l'école des services de renseignement et de l'armée pakistanaise en fait. Donc il était juste en face. Le terrorisme au Pakistan, c'est pas un truc qui est caché dans un fond de cave quelque part. Les bâtiments que l'Inde a bombardés cette nuit, c'est des bâtiments qui sont visibles sur Google Maps, que tout le monde connaît, ils ont des plaques devant. Là, on commence à voir les premières vidéos où ils vont voir les blessés à l'hôpital. Et les gars ont les tenues en fait, du groupe terroriste en question, ils ont les chants du groupe terroriste. On sait exactement qui ils sont, où ils sont, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est très ouvert. C'est un peu comme les, vous savez, les Yakuza au Japon, où c'est pas une mafia cachée. Ils ont pignon sur rue, ils ont des cartes de visite. C'est un peu pareil le terrorisme au Pakistan. Passons aux choses sérieuses. Je vais un peu te parler des dynamiques du Pakistan actuel. La première chose qu'il faut comprendre sur le Pakistan, et il faut le reconnaître ça, c'est que souvent les Pakistanais disent la population y est pour rien, et même le gouvernement y est pour rien. Souvent le gouvernement se dédouane de tout acte terroriste. Bah, en fait, ils ont raison. Ils ont raison, parce que le gouvernement pakistanais n'existe pas vraiment. On a une expression qui est beaucoup utilisée dans cette partie du monde, qui est de dire que, vous savez, la plupart des pays, ils ont un service de renseignement. Et ben, le Pakistan, c'est un service de renseignement qui a un pays. Et ce service de renseignement-là, il s'appelle l'ISI. Et c'est donc le service principal de renseignement pakistanais qui est au-dessus de tous les autres et qui contrôle le gouvernement, qui fait ses coups d'État, qui met en place ses pions, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Inde n'a rien contre le peuple pakistanais. Ce que je cherche à targeter l'Inde actuellement, c'est donc ce service de renseignement-là, qui est au-dessus du pays, et ces émanations terroristes que sont LET et JEM, qui sont les deux principaux groupes terroristes soutenus par l'ISI. Ils ont d'autres groupes terroristes, ils en ont des dizaines et des dizaines, mais ce sont les deux principaux, et ce sont ceux, enfin c'est LET en fait, qui a commis l'attaque du côté indien. C'est pour ça qu'ils sont attaqués maintenant. Ensuite, l'autre chose qu'il faut savoir sur le Pakistan, c'est que c'est un pays qui est ultra instable politiquement et qui est en faillite économique, qui est en crise perpétuelle depuis des années, qui n'a plus un rond en caisse, comme on dit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je ne vais pas comparer à l'Inde tout de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est comparer au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un pays qui a un peu la même histoire que le Pakistan, qui a une scission en 71, qui est devenu un pays indépendant en 71. Après la guerre, l'Inde est venue aider et libérer le Bangladesh. Et c'est des pays qui sont musulmans, qui ont à peu près la même population, 200 millions et quelques d'habitants, qui sont dans la même zone du monde, qui ont chacun un accès à la mer, ainsi de suite. Bah, le Bangladesh, c'est un pays, bon, en ce moment ils ont eu un coup d'État l'année dernière, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est un pays qui s'est plutôt bien porté, qui avait une croissance assez honorable. Je ne vous dis pas que le Bangladesh est la Suisse, mais qui a plutôt bien progressé. Et surtout, le grand défi dans cette zone du monde, c'est le contrôle de la population. On a des populations qui sont trop nombreuses. Si vous regardez la natalité au Bangladesh, c'est 2,0 enfants par femme. C'est en dessous du seuil de renouvellement, bah c'est bien. En Inde, c'est 1,9. En Iran, c'est 1,6. Au Pakistan, c'est 3,5. Ils n'ont jamais réussi à résoudre ce problème de natalité. Ils ont encore beaucoup trop d'enfants. Et c'est un petit pays, le Pakistan, pour une population de 250 millions d'habitants. Et surtout, là où le Bangladesh a fait du business, a créé des services informatiques, a fait beaucoup de textiles pour le reste du monde, hein, c'est connu, les grandes usines de textiles du Bangladesh, le Pakistan n'a jamais réussi à développer cette économie-là, et du coup est en faillite perpétuelle. Et surtout, le Bangladesh n'est pas rentré dans un mode militaire. Quand ils reçoivent de l'argent, quand ils gagnent de l'argent, ils le dépensent pour développer leur pays, pas pour acheter des tanks. Le Pakistan, vous leur donnez un billet, la moitié part en corruption et l'autre moitié part pour acheter de l'armement. Donc il n'y a rien qui est fait pour développer la population. Je vais vous donner un chiffre pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes en Europe, c'est assez facile de faire du business parce que vous avez des euros. Et l'euro, c'est une monnaie qui marche assez bien. Dans ces parties du monde-là, avec la roupie, ce n'est pas une monnaie qui est très puissante et qui est très facile à échanger. Donc les pays font des réserves de change, de monnaie étrangère. Les réserves de cash du Pakistan, c'est 10-12 milliards de dollars actuellement. Les réserves de cash de l'Inde, c'est 683 milliards de dollars. Donc d'un côté, disons 12, et de l'autre côté, 683 milliards de dollars. Actuellement, pour pouvoir survivre, le Pakistan fait une demande au Fonds monétaire international de 1,3 milliard de dollars jusqu'à 2028. C'est ce que dépense l'Inde en budget un lundi. C'est une journée du budget indien. En plus de ça, l'Inde a plein d'accords avec sa roupie, avec plein de pays dans le cadre des BRICS, avec notamment, si je prends par exemple avec les Russes. Donc l'Inde pourrait acheter demain aux Iraniens, aux Russes, du pétrole en monnaie roupie indienne, et donc pourrait, même sans toucher au dollar, avoir une économie qui continue à se développer, notamment une économie de guerre.
Et en plus de ça, l'Inde a un énorme marché boursier, c'est la 4e bourse au monde, l'Inde. Donc l'Inde pourrait prendre sur les marchés financiers, même auprès de sa population, créer un produit financier, 2 trillions de dollars demain, et donc avoir littéralement des trillions et des trillions de dollars pour une économie de guerre. Alors que le Pakistan se bat pour essayer de récupérer 1 milliard par-ci par-là. Ensuite, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le grand problème du Pakistan, c'est pas du tout l'Inde, en fait. Nous, on est un pays, je vais en parler un peu après, qui avons des problématiques de bourgeois. Mais ils ont 2 endroits sur leur territoire qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Le premier, c'est la partie Pashtun, la partie afghane en fait. Ils sont en guerre avec l'Afghanistan depuis des années. L'Afghanistan contrôle une partie entière du territoire pakistanais actuellement. Et leur grande crainte, ce sont les Afghans. Vous savez, on a rigolé, à juste titre, hein, au moment où le conflit arrivait, qu'il n'y avait plus de visa pour les Pakistanais côté indien et plus de visa pour les Indiens côté pakistanais. Donc on s'est renvoyé chacun 800 personnes. Vous voyez, c'était un truc comme ça. La plupart étaient des joueurs de cricket et des diplomates. Donc ça n'a pas changé grand-chose. On n'est pas des pays qui avaient une porosité énorme entre nous. Donc c'était vu comme un geste fort de chaque pays. C'est une rigolade. Depuis le début de l'année, tous les jours, le Pakistan renvoie 800 familles afghanes en Afghanistan. Il y a 2,8 millions d'Afghans qui vivent au Pakistan, près 1% de la population. Ils se sont dit que d'ici 2 mois, ils auraient viré tout le monde. Ils ont une trouille absolue de cette population afghane qui est sur leur territoire. Et donc là, tous les jours, ils envoient des trains et des camions remplis d'Afghans pour les renvoyer de l'autre côté de leur frontière. Et là, on a vu, si vous regardez sur les réseaux sociaux ce matin, les communiqués officiels de tous les groupes terroristes, séparatistes, ensuite afghans, sont là. Merci les Indiens, bravo. On n'a aucun rapport. Hein. C'est pas des gens qui aiment les Indiens intrinsèquement. Hein. On reste des gens bizarres pour eux. Mais l'ennemi de son ennemi, à la fin, et en fait, eux en profitent et commencent à reprendre des combats ce matin. Et donc, c'est très possible que le Pakistan perde un bout de son territoire dans les prochains jours aux mains des talibans ou des différents groupes de rebelles pashtuns. Et après, il y a un groupe alors, qui est très peu connu en dehors de cette zone du monde, mais qui est pire encore pour le Pakistan, ce sont les rebelles baloutches. Le Baloutchistan, c'est un territoire qui est au sud-ouest du Pakistan, qui va de l'Iran un peu avant jusqu'à la frontière indienne. Il y a le Sindh qui est directement du côté indien. Qui a une particularité, c'est que c'est des musulmans, mais ils sont plutôt chiites. Et eux, ça fait des années qu'ils veulent créer un Baloutchistan, donc ils ont un front de libération du Baloutchistan et ainsi de suite, avec un jeu avec l'Iran qui est un peu trouble, on va dire. Le Pakistan accuse l'Iran de financer en fait, ces rebelles baloutches et ainsi de suite. Est-ce que c'est l'Iran directement ou est-ce que c'est des groupes en Iran? Ça serait un autre débat, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Et en fait, ce que le reste du monde ne parle jamais, c'est qu'il y a une guerre qui a commencé il y a quelques semaines, avant l'attaque en Inde, contre les rebelles balouches. Les rebelles balouches ont commencé à reprendre des villes une par une. Donc ils ont commencé avec une pression militaire très très forte sur les Pakistanais. Ensuite, donc là j'ai dit un peu les problèmes du Pakistan, mais on va voir qu'ils sont quand même quelques forces aussi. Hein. Il ne faut pas sous-estimer le Pakistan. Déjà, c'est un pays qui est assez peuplé, hein. Ils sont 250 millions. Donc, alors par rapport à l'Inde, c'est moins, mais ça reste un pays super peuplé. Ils ont une élite intellectuelle qui est assez impressionnante aussi. Alors, il y a aussi des Pakistanais, ceux que vous voyez à Londres, dans des histoires un peu sordides, c'est pas l'élite, hein. Mais au Pakistan, vous avez plein de gens ultra éduqués, qui ont vécu au Moyen-Orient, qui ont fait des études dans des pays anglo-saxons, ainsi de suite. Donc, ils ont une élite intellectuelle qui est indéniable. Et puis après, c'est un pays qui a une très bonne armée. Surtout considérant le budget. Alors, c'est vrai qu'ils mettent tout leur budget dans l'armée, mais ils ont une armée nombreuse, plus d'un demi-million de soldats, peut-être 600 000 soldats. Ils ont de l'équipement assez moderne. Ils sont rompus à la guerre, parce qu'ils combattent tout le temps dans toutes les frontières qu'ils ont. Ils font la guerre. Donc c'est un peu l'opposé de l'armée chinoise. L'armée chinoise est beaucoup plus rutilante, impeccable, et ainsi de suite, mais ne fait jamais la guerre. Les Pakistanais, ils savent faire la guerre. C'est un peuple de guerriers. Et d'ailleurs, un truc qu'ils ont que l'Inde n'a pas du tout, c'est qu'ils ont une population guerrière. Les Indiens, ils ont 3 couteaux de cuisine. Le Pakistanais, il va amener ses enfants à l'école avec une Kalachnikov. Donc c'est une population qui est beaucoup plus militarisée, qui est beaucoup plus rompue à l'art de la guerre, qui sait ce que c'est qu'un combat, ainsi de suite. En Inde, c'est un monopole d'État, l'armée fait la guerre, les gens, c'est pas du tout un truc... Et puis ils ont des bons supports militaires d'autres pays, historiquement les États-Unis. Hein. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en février, Trump a donné 400 millions de dollars encore au Pakistan, ce qui est énorme pour eux. 400 millions de dollars, c'est énorme pour eux, pour du maintien de F-16. Alors, je vais faire une théorie du complot à l'intérieur, c'est que là, un des grands trucs de l'Inde, c'est de pouvoir, si l'Inde arrive à abattre un F-16 pakistanais, ce serait une preuve qu'il est utilisé non pas dans un cadre d'antiterrorisme, mais dans un cadre de guerre avec un autre pays. Et donc,
cet argent pourrait repartir, être redemandé par les Américains. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la question de l'arme nucléaire. Le Pakistan a l'arme nucléaire, tout comme l'Inde, depuis pas mal d'années. Le Pakistan l'a depuis 1998. Les deux pays ont à peu près 170 têtes nucléaires. Les têtes indiennes sont un peu plus grosses, mais quand même, le Pakistan a l'arme nucléaire. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Surtout que, vous savez, il y a deux grands types de doctrines sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Les Pakistanais ont une doctrine full spectrum, deterrence, qui en gros veut dire qu'ils peuvent utiliser l'arme nucléaire quand ils le veulent, s'ils se sentent menacés de quelconque manière qu'ils l'estiment. Et par contre, les Indiens sont en NFU, non-first use, c'est-à-dire que les Indiens n'utiliseront jamais l'arme nucléaire, à moins d'avoir été eux-mêmes attaqués nucléairement. Il n'y a que deux pays sur Terre qui ont ce NFU, c'est la Chine et l'Inde. Et puis, je vous mettrai en encart un petit insert sympathique hier du ministre de la Défense pakistanais. Et ensuite, si on regarde aussi dans les forces du Pakistan, c'est qu'ils possèdent dans leur sein, littéralement, un énorme bout, qui est le bout le plus important des nouvelles routes de la soie de la Chine, qui s'appelle le SPEC, le Chino-Pakistanese Economic Corridor, qui part en fait de l'ouest de la Chine et qui rejoint l'océan Indien et qui donne du coup cet accès à un autre océan que l'océan Pacifique à la Chine. Et vous savez que les terres de Chine qui sont à l'ouest du pays sont les terres les moins chères, les moins développées, où la main-d'œuvre coûte la moins chère, et donc qui permet à la Chine encore aujourd'hui d'être compétitif sur certains produits, sur certains biens manufacturés. Et ça, en fait, c'est un moyen pour le Pakistan de toujours demander un peu d'argent à la Chine, de dire voilà, si on tombe ou s'il y a un problème, cette route qui est stratégique pour la Chine pourrait être mise à mal. Et donc, il faut nous soutenir. C'est pour ça que, un peu du bout des doigts, la Chine soutient quand même le Pakistan. Après, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Depuis 2-3 ans, la relation entre le Pakistan et la Chine s'est beaucoup détériorée. Il y a eu beaucoup de Chinois qui ont été tués par les Pakistanais. Les Chinois gardent ça bien sous le radar comme il le faut, mais c'est assez compliqué la relation, on pourra en reparler dans une autre vidéo si vous voulez. Et après, en dernier point là-dessus, effectivement, j'ai dit que les Pakistanais n'avaient pas d'argent, mais ils ont quand même quelques grands frères qui pourraient les aider en cas de besoin. On pense à la Turquie, on pense au Qatar qui aide souvent le Pakistan, et du coup, en cas de guerre, ils pourraient aussi faire des demandes à ces pays-là, récupérer des fonds de manière plus facile qu'avec des institutions financières internationales. Donc voilà, Turquie, Qatar et puis la Chine liées au SPEC. Pour réitérer encore une fois sur le stress financier du Pakistan, je vous donne quelques exemples des business qu'ils ont lancés récemment pour éviter d'avoir des problèmes. Vous avez rappelé la Coupe du Monde au Qatar il y a 3 ans. Les services de sécurité des stades qataris étaient assurés par l'armée pakistanaise. Donc ils ont utilisé en fait des soldats pour faire stadier. En Chine actuellement, si vous voulez acheter une femme pakistanaise, ils ont de très jolies femmes au Pakistan, c'est pas très compliqué. Il y a plein de services pour ça. Vous pouvez acheter des gens en fait côté pakistanais. Vous pouvez aussi acheter des organes. Il y a un énorme trafic d'organes au Pakistan. Vous pouvez acheter des armes. Les Pakistanais ont des usines d'armes entières qui sont des contrefaçons d'armes type Beretta, Glock et ainsi de suite que vous pouvez acheter et qui globalement sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs. Donc c'est un énorme marché au Pakistan ensuite. Donc c'est un pays qui a tellement de sanctions internationales et a tellement peu de capacités actuellement, contrairement à son ancien frère Bangladesh, qui sont rentrés un peu dans tous les business bizarres du pavot au trafic humain. Ensuite, les dynamiques de l'Inde. Déjà, le plus gros point à voir sur l'Inde, c'est que l'Inde est dans une période qui est un peu l'équivalent des 30 Glorieuses en France après la Seconde Guerre mondiale. C'est une période très faste économiquement depuis quelques années. L'Inde, c'est la plus grande croissance sur Terre de ces 10 dernières années. Ces mois-ci, l'Inde devient la 4e puissance économique mondiale. L'Inde dépasse le Japon. Il va dépasser l'Allemagne d'ici peut-être 2-3 ans. Puis il va rester à cette place de 3e pendant, je pense, assez longtemps, puisque la Chine et les États-Unis sont loin devant. Mais voilà, c'est une période de prospérité où tout le monde s'embourgeoise un peu, tout le monde espère accéder à plus de confort, tout ça. Donc les gens aspirent à avoir une voiture, une climatisation et ainsi de suite. Et du coup, c'est une bonne période dans l'histoire de l'Inde. Il y a aussi un dividende démographique qui arrive maintenant, puisque la majorité de la population, l'Inde a une population active assez faible, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants. On ne fait plus d'enfants actuellement en Inde. On va arriver à 1,8 enfants
1,8 enfants par femme assez vite, et puis on va tomber, je pense, à 1,5 d'ici une décennie à peu près. Donc l'Inde va rentrer dans une période avec plus d'actifs que d'enfants et de personnes âgées. Et donc dans les 30 prochaines années, l'Inde va avoir un très gros développement économique. Écoutez, Charles Gave là-dessus, on en parle souvent, souvent ensemble, et il en parle très bien. Il est beaucoup plus financier que moi. Si vous regardez les réseaux sociaux indiens, ce dont les Indiens parlent, c'est que des problèmes qui sont liés à ça. En gros, il y a les problèmes et les bons trucs. Les bons trucs, c'est on veut consommer, on veut voyager, on veut accéder à plein de nouveaux services, ainsi de suite. Et les mauvais trucs, c'est aussi les dividendes de la croissance. L'Inde a plein de problèmes actuellement. Il y a une pollution, moi j'habite à Delhi depuis 11 ans, il y a une pollution qui est incroyable à Delhi, donc ça c'est un truc qui embête énormément les gens. Il y a une épidémie en Inde de diabète et de cholestérol qui est énorme. La santé des Indiens est catastrophique. Il y a des problèmes qui sont liés à l'eau. L'urbanisation est une catastrophe en Inde. Ils détruisent toujours la route pour ajouter des câbles, Internet, ainsi de suite. C'est absolument n'importe quoi. Là, on a des tonnes de problèmes. Et c'est des problèmes qui se résolvent par l'argent. Donc en gros, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que faire la guerre, mettre en cause ne serait-ce que 2% de croissance, c'est un truc que l'Inde n'est pas prêt à faire. Ensuite, si je prends les autres bons points de l'Inde, l'Inde a une énorme armée. Pour le coup, c'est le 3e budget militaire mondial, à plus de 80 milliards de dollars. La France, un énorme partenaire de défense indien. Il y a eu encore un deal de Rafale cette semaine. Je pourrais parler aussi des canons César, des sous-marins français, ainsi de suite. Donc l'Inde a une armée qui est très russe sur le léger et français sur le haut de gamme. Donc voilà, ils savent, l'Inde, ça reste un pays qui sait faire la guerre, même si encore une fois, l'armée pakistanaise n'est pas du tout à sous-estimer. Et puis après, c'est un pays qui a une population globalement très soudée, c'est un pays très patriote, malgré le fait qu'on ait plein de langues différentes, plein de cultures différentes. Dans les moments durs, la population indienne est ultra soudée et l'a prouvé de nombreuses fois. Et là, encore une fois, vous pouvez le voir, il y a même, je regardais Twitter là tout à l'heure, les gens de l'opposition, les gens quelle que soit leur religion, leur âge, on est dans un système de Gotra que vous appelez caste en France, tout le monde est ensemble. Quand il y a un moment de coup dur, tout le monde est ensemble. Et puis après, il y a un truc, je vais me contredire dans 5 minutes, vous allez voir, mais l'Inde a quand même une image mondiale sur l'international plutôt pacifiste. C'est un pays qui embête personne, vous n'allez jamais vous faire envahir par les Indiens, vous n'allez jamais avoir une religion d'Inde, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme ou le sikhisme qui essaie de vous convertir. C'est la plus grosse diaspora au monde, il y a 35 millions d'Indiens dans la diaspora indienne, il y a 9500 Indiens dans les prisons en dehors de l'Inde. Donc c'est une diaspora qui est très peu criminogène, qui ne pose pas de problème. C'est la diaspora la plus riche des États-Unis, la diaspora la plus riche du Royaume-Uni, la diaspora la plus riche d'Australie, la plus riche des Émirats arabes unis. Donc globalement, les Indiens sont assez bosseurs. On a plein de défauts aussi, les call centers, plein de scams et ainsi de suite. Mais c'est pas des trucs, voilà, ça terrorise personne. C'est irritant. C'est un pays qui a une mauvaise image, mais pas une image de pays méchant ou dangereux. Et dans ces cas-là, ça aide quand même aussi. On sait que l'Inde n'escaladera jamais en dehors de son précaré, on va dire. Là, je vais vraiment rentrer dans les problèmes par contre de l'Inde. Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais l'économie, c'est important. C'est que quand vous avez une grosse croissance, c'est bien, mais tout le modèle actuel de l'Inde est basé sur le fait qu'il y ait une croissance. S'il n'y a pas de croissance en Inde, ça créerait plein de problèmes dans le pays. Et c'est un pays qui a plein de problèmes structuraux en général. Donc, les gens sont prêts à dire, OK, on ne regarde pas les problèmes structuraux du pays tant qu'on a de la croissance. Mais donc, il faut de la croissance, vous voyez. Donc, l'Inde ne peut pas se permettre de retomber à une croissance à 2%, ainsi de suite. Il faut rester au-dessus de 6, 7 idéalement, quoi qu'il arrive. C'est un peu le jeu qu'il y a entre l'État et sa population. Ensuite, c'est un pays, et là c'est un énorme problème de l'Inde, c'est un pays qui a une diplomatie complètement à la ramasse. L'Inde a ce principe diplomatique qui est assez noble de dire nous on est non alignés, en fait on est dans une mentalité, on est de notre côté sous l'Himalaya depuis 10 000 ans et tous les conflits sur Terre ne nous regardent pas. Alors c'est sympa, si on regarde par exemple la guerre en Ukraine, l'Inde a dit voilà, nous on va aider les Ukrainiens, on va jamais sanctionner les Russes. À chaque fois qu'il y a eu un vote international, l'Inde s'est abstenue. Le problème c'est que maintenant l'Inde aimerait bien l'aide des Russes. Et puis bon, on a une histoire, on s'est beaucoup aidé dans l'histoire, je pourrais reparler encore une fois de la guerre de 71 et de l'énorme apport qu'a eu la Russie, enfin à l'époque c'est l'Union soviétique à ce moment-là, mais là les Russes ils nous disent bon les gars, nous ça fait 3 ans qu'on est en guerre, le soutien indien, vous avez fait du business, on vous a vendu du pétrole, la plus grande raffinerie de pétrole sur Terre qui est dans le Gujarat tourne au pétrole russe, mais au-delà de ça, les gars, vous n'êtes pas un allié incroyable, et honnêtement je peux les comprendre. Et je pourrais prendre un peu tous les conflits actuellement sur Terre comme ça.
Je vais même prendre un conflit qui n'est pas un conflit d'un point de vue militaire qui est super important, mais qui est super cristallisant d'un point de vue, on va dire, médiatique, qui est le conflit Israël-Palestine. Là, c'est pareil. L'Inde est un pays ultra pro-palestinien et ultra pro-israélien à la fois. C'est le premier pays sur Terre qui a reconnu la Palestine. Modi, c'est le premier, on dit que c'est un mec méchant, machin, c'est le premier président indien, enfin, chef d'État indien, Premier ministre qui est allé en Palestine lui-même. Il a reçu la plus haute distinction de l'État palestinien. Il a toujours appelé à un cessez-le-feu. Il a toujours aidé, l'Inde c'est un pays qui a toujours voulu aider la Palestine, ainsi de suite. Et de l'autre côté, l'Inde c'est un pays qui a très bon rapport avec Israël, qui achète des drones à Israël, qu'on voit des étudiants faire des études là-bas. Donc en fait, l'Inde joue sur les deux tableaux et voit pas le problème en fait. Ces deux peuples, l'Inde reconnaît ces deux peuples-là, travaille avec eux et n'a aucune idée de pourquoi ils se battent. Pour des Indiens, n'oubliez pas, on est 1,4 milliard, hein. C'est un pixel sur une carte. Alors, il reste quand même des alliés un peu importants, j'en ai parlé. Les Émirats Arabes Unis, le Japon et ainsi de suite, qui sont des très gros alliés historiques de l'Inde. Je pense que la Russie ne va pas vouloir trop se mouiller vis-à-vis de la Chine, va quand même se réaligner du côté indien. Les Américains toujours en double jeu avec l'Inde. Cette nuit, il y a eu une communication spéciale qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères indien vis-à-vis de ses partenaires diplomatiques. Et en gros, l'Inde a défini 5 pays qui allaient être mis au courant de tout ce qui se passe dans les opérations et qui allaient être des interlocuteurs privilégiés. On retrouve les 3 premiers dont je parlais, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et bien sûr les 2 gros, Russie, USA, qui sont directement devant. Je peux aussi refaire une parenthèse sur l'attaque. Au moment où l'attaque est arrivée, et là on va commencer à voir des choses qui vont un peu plus loin, c'est que c'était au moment où J.D. Vance, le vice-président américain avec sa femme qui est indienne, était en Inde, et le chef de l'État indien, Modi, était en Arabie Saoudite avec MBS. Il est revenu assez vite ensuite. Donc il y a quand même des dynamiques, des dates qui ne sont pas choisies au hasard. Ensuite, si je continue sur les problèmes de l'Inde, j'ai dit que l'Inde avait une image sympa, mais globalement l'Inde n'a pas une bonne image sur Terre. C'est un pays où le tourisme, c'est un des rares pays sur Terre où les touristes vont dans les pires coins du pays. Il y a un zoom perpétuel sur les 5% les plus pauvres de la population, dans à peu près tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. On ne voit jamais un truc sympa sur l'Inde, globalement. Moi, j'habite dans un quartier plutôt cool. Il y a 0 étranger dans mon quartier, à part des Japonais, qui est un énorme allié de l'Inde, historique, et ainsi de suite. Les Japonais ont un statut très particulier en Inde. J'ai des voisins japonais, mais sinon, on n'est que des Indiens. Ici, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose que ça. Et après, un autre truc sur lequel l'Inde est nulle, c'est la propagande de guerre. C'est que globalement, l'Inde ne sait pas faire de propagande de guerre. Vous voyez que là, c'est des conflits. Vous avez plein de vidéos sur le Pakistan, des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont de la pure propagande. Mais l'Inde n'a pas du tout d'équivalent. L'Inde va vous sortir des âneries complètes. Alors, le dernier truc que j'ai vu, c'était les militaires pakistanais désertent en masse parce qu'ils ont peur de l'Inde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui désertent l'armée pakistanaise actuellement, surtout chez les officiers qui ont les moyens de partir vivre au Qatar ou ailleurs. Mais déjà, c'est des milliers de personnes sur une armée qui fait 600 000 personnes, c'est pas ça qui va les empêcher de combattre demain. Et surtout, c'est pas parce qu'ils ont peur des Indiens, hein, c'est parce qu'ils ont peur des Baloutches. Des frappes ultra précises sur des positions de groupes terroristes, ils savent qu'ils risquent rien. Par contre, aller combattre dans les montagnes Baloutches pendant des mois et des mois par 45 degrés, ça les branche pas vraiment en fait. Donc les Indiens prennent souvent un peu leurs rêves pour des réalités. Et sinon, on n'a pas vraiment de soft power. Vous regardez, la seule communication indienne, c'est des rapports un peu tristes avec un JPEG mis sur Twitter. Il n'y a pas vraiment, l'Inde n'a pas des armées de trolls sur Internet. Il n'a pas les caisses de résonance qu'a le Pakistan auprès des Aziris, des Turcs, des Qataris, ainsi de suite, qui ont leurs médias, leurs trucs. L'Inde n'a aucune portée derrière. Donc globalement, encore une fois, vous voyez, l'Inde, c'est un pays qui est très faible diplomatiquement, très faible en termes de perception et très faible en termes de capacité d'avoir une propagande de guerre derrière et n'arrivera pas à rallier grand monde derrière. Voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Maintenant, l'action. Donc, d'un point de vue indien, il y a eu donc, ces frappes qui ont eu lieu cette nuit sur le Pakistan. Et encore une fois, vous voyez que c'est sur des zones très particulières du Pakistan, qui sont uniquement sur la zone qui est au nord, près de la capitale, et un tout petit peu au sud, sur les positions de LET et JEM. C'est arrivé au moment où il y a eu un deal avec les Britanniques, donc il y a eu un accord hier signé qui est le plus grand deal de l'histoire moderne du Royaume-Uni, de Free Trade Agreement entre les deux pays. Je ne sais pas si c'est un bon deal ou pas, honnêtement, je ne suis pas spécialiste là, je ne sais pas qui va en bénéficier plus. Je pense que c'est plutôt intéressant pour les Britanniques, mais à vérifier. Et du coup, la stratégie de l'Inde, c'est quoi en fait vis-à-vis des Pakistanais? C'est très très simple à comprendre.
Les Indiens savent que les Pakistanais ont 10 milliards en banque. C'est tout. Donc, ce que veut l'Inde, c'est leur faire dépenser cet argent-là, sans arriver à un point où il y a d'autres pays qui arrivent et qui leur donnent beaucoup plus d'argent. Oui, c'est à peu près ça le truc. Donc l'Inde va faire des mouvements de troupes à la frontière pour les faire cavaler. À chaque fois qu'ils déplacent 50 000 gugus et qu'il faut remplir des pleins d'essence, c'est de l'argent qui va partir. À chaque fois qu'ils vont besoin d'amener de la logistique, de la nourriture, ainsi de suite, c'est de l'argent. La guerre, ça coûte extrêmement cher. Donc ils vont essayer de les embêter autant qu'ils peuvent. Il y a ce traité de la vallée de l'Indus qui a été rendu caduc la semaine dernière, qui était un traité qui était en vigueur depuis 1960, et pas très intéressant pour l'Inde, où en gros l'Inde va pouvoir jouer avec le robinet de l'eau qui rentre au Pakistan pour soit créer des crues ou soit tarir les fleuves. Alors, les Indiens vous expliquent, il y a plein d'images complètement fausses sur les réseaux sociaux indiens où ils vous montrent des barrages qui s'ouvrent et des inondations au Pakistan. C'est des vieilles vidéos des années 90. Ça ne veut pas dire que l'Inde ne peut pas le faire, mais en fait, sur ces rivières-là, la plupart des barrages sont en construction actuellement et seront effectifs que dans 2 ans, voire 5 ans pour certains. Alors là, vu la situation, je pense que l'Inde va mettre les bouchées doubles, il va vraiment les finir en 2 ans. Donc je pense qu'aussi, dans le timing de l'attaque, il y avait aussi le fait que les Pakistanais savaient que ces problématiques des eaux pouvaient être utilisées par l'Inde et utiliser le fait que l'Inde n'est pas tout à fait prêt pour ouvrir ou couper les vannes actuellement, même si l'Inde peut le faire un peu. Mais voilà, ça peut être quelque chose que l'Inde peut utiliser, même si le problème c'est que quand vous utilisez l'eau comme une arme, c'est redoutable comme arme, mais vous touchez la population. L'Inde n'a pas de volonté de faire du mal à la population pakistanaise. Et en plus de ça, c'est que déstabiliser un pays qui est, au sein de sa population qui est déjà super déstabilisée, c'est plus dangereux qu'autre chose. Vous n'avez pas envie d'avoir 250 millions de gens à votre frontière qui crèvent de faim à cause de famine et ainsi de suite. C'est une situation que personne ne veut. Et puis après, l'Inde va utiliser sa diplomatie faible pour essayer de bloquer toutes les aides que le Pakistan pourrait obtenir de partenaires étrangers, institutionnels ou par alliance diplomatique, on va dire. Et enfin, le dernier point, et ça c'est un truc sur lequel je travaille moi, parce que moi dans mes activités, on va dire, de diplomatie parallèle, un de mes grands sujets c'est la Chine. J'ai remarqué que le studio avec lequel j'ai écrit était un studio d'une officine du Parti communiste chinois, qu'on m'a donné récemment. Et l'Inde a une stratégie énorme d'apaisement avec la Chine actuellement, et du coup souhaite que la Chine n'intervienne pas trop et qu'il n'y ait pas trop de soucis avec la Chine. Et si on regarde du côté pakistanais, leur stratégie va être de pousser à la faute. Toutes les nuits, dans les 2 dernières semaines, les Pakistanais ont tiré sur des positions indiennes, à l'arme légère, sur des postes frontières, mais à chercher l'Inde en fait à exciter les Indiens, ce qui est arrivé cette nuit au final. Et donc va se mettre dans une position de victime et va essayer de demander de l'argent à des partenaires étrangers pour leur permettre non pas de se défendre contre l'Inde, mais d'aller faire la guerre aux Afghans et aux rebelles baloutches. Moi, il y a un truc que je trouve très dangereux dans la situation actuellement. Et pour le coup, honnêtement, si vous en fichez de ce conflit-là, je trouve ça normal. Vous êtes en France ou je ne sais où, francophone, ailleurs. Il y a quand même un truc qui est dangereux, c'est que le Pakistan pourrait être poussé de vendre une partie de son arsenal nucléaire à d'autres puissances, notamment à la Turquie. La Turquie, c'est un grand pays, c'est une immense civilisation. Je peux tout à fait comprendre qu'ils aspirent à avoir l'arme nucléaire. Et actuellement, il y a un pays qui a l'arme nucléaire, qui a 170 missiles nucléaires, et qui est dans une situation économique absolument catastrophique, et qui pourrait tenter de revendre une partie de cet arsenal à un pays comme la Turquie ou à d'autres. Bien sûr, du côté indien, personne ne souhaite d'escalade. Encore une fois, nous les Indiens, nous avons un problème petit bourgeois, on va dire, de croissance économique et de développer des startups et ainsi de suite. On attend tous GTA 6, donc on n'a aucune envie d'emmener le monde dans une tourmente avant l'année prochaine. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur les tenants et aboutissants du conflit et avoir été beaucoup plus détaillé que la plupart des analystes que vous voyez sur les plateaux télé. Encore une fois, je vous invite à aller voir aussi des analystes pakistanais. Il y en a beaucoup de très bonne qualité que vous trouverez très facilement sur Twitter et ils sont anglophones. Donc c'est super intéressant aussi d'aller voir ces spécialistes-là de la question. Quant à moi, je vais mettre, honnêtement, encore une fois, j'ai pas dormi, j'ai fait ça de manière très rapide. Donc s'il y a des questions, si j'ai pas été clair, posez des questions, j'y répondrai en commentaire. Ou alors je peux faire comme la dernière fois que j'avais fait avec la vidéo de Grégory Tabibian, je pourrais faire une vidéo de réponse
à vos questions, une sorte de FAQ. J'avais une idée aussi de vidéo un peu marrante sur la question, c'est toutes les théories du complot qui entourent la situation. Ma favorite de loin, c'est le grand complot franco-indien de vente de Rafale, puisque l'Inde vient de racheter des Rafales et donc va les assembler en Inde. Donc ça va être des Rafales faits entre la France et l'Inde, et que l'Inde pourrait vouloir en réexporter. Donc la France et l'Inde se sont mis ensemble pour vendre des Rafales moins chères, prouver sa supériorité au monde grâce à cette guerre, l'utilisation des Rafales et des missiles Scalp, et donc d'avoir une domination mondiale de l'aviation militaire entre les Français et les Indiens. Je trouve cette théorie du complot absolument géniale. Je pourrais en parler d'autres. Et sinon, on se retrouve pour une vidéo de questions-réponses ou des vidéos beaucoup plus classiques sur la chaîne. En tout cas, s'il y a un truc un peu cool, c'est que ça m'a fait sortir de ma grotte. Ce sera au moins ça de gagner. Namaskar. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me.